Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Ségolène Sicuto, conseiller formation Executive Education à ESCP Europe et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire « Pourquoi la transformation digitale n'est-elle pas une stratégie ?» Ce webinaire est animé par Frédéric Fréry, professeur de stratégie à ESCP Europe et directeur scientifique du certificat Management stratégique de l'entreprise. Créé en 1819, ESCP Europe est avant tout la première business school au monde. Elle est caractérisée par son ADN européen au travers de 6 campus: Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie. Notre executive MBA est classé numéro 1 mondial par le Financial Times en progression de carrière. Mais ESCP Europe, c'est avant tout 5000 dirigeants formés chaque année au sein d'Executive Education. Et notamment grâce à l'Executive Master Manager Dirigeant. Ce programme d'une durée de 14 mois donnera un nouvel élan à votre carrière en renforçant votre leadership et en vous donnant une vision à 360 degrés de l'entreprise. Vous pouvez également suivre le certificat Management stratégique de l'entreprise, dont Frédéric est le directeur scientifique. Ce programme vous aidera à développer les atouts et les outils du management stratégique. Ces 2 programmes sont éligibles au CPF. Je laisse maintenant la parole à Frédéric et vous retrouve juste après le webinaire pour les questions. Merci Ségolène. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la transformation et la stratégie numérique. Alors, bon, il semblerait qu'en ce moment, si vous vous intéressez un petit peu à ce que disent les médias économiques ou ce que disent les consultants, la notion de stratégie digitale ou stratégie numérique soit devenue un incontournable. On a une véritable avalanche de livres, en fait, qui sont consacrés à ça. Les médias économiques en parlent très fréquemment et même les journaux généralistes en économie semblent s'intéresser beaucoup à cette question. Quelques indicateurs qui sont assez intéressants. Si vous regardez sur Google, en fait, le mot digital transformation, l'expression, commence à progresser au cours des dernières années. Il y en a une progression qui est extrêmement impressionnante. Et il y a même des nouvelles fonctions, en fait, qui apparaissent dans les entreprises. Et donc, le Chief Digital Officer, donc quelqu'un qui est en charge du digital et au niveau du comité de direction, très souvent des entreprises, eh bien, on s'est rendu compte que dans les très grandes entreprises, et notamment apparemment c'est vrai pour le CAC 40 en France, d'après certaines études, on soit passé entre 2017 et 2019 à maintenant près de 90% des entreprises qui ont cette fonction en leur sein. Alors, la grande question, évidemment, c'est pourquoi est-ce que c'est maintenant que cette question émerge du numérique, du digital, de la stratégie digitale. En fait, on est à la convergence de 3 grandes technologies génériques, dont certaines ne sont pas tout à fait nouvelles, il faut bien le dire. L'intelligence artificielle, qui a démarré quand même dans les années 1950, les tout premiers travaux datent de 56, 57 à peu près. Mais évidemment, ça s'est beaucoup renforcé depuis les années 2000 et surtout 2010 avec l'augmentation de la puissance des ordinateurs et une modification de la manière de faire de l'intelligence artificielle. L'Internet des objets, qui lui est apparu au début dans les années 2000. Donc, vous connaissez bien évidemment la plupart des outils aujourd'hui, ne serait-ce que les enceintes connectées. Et puis, troisième technologie générique, la blockchain, qui, elle, est apparue dans les années 2010. Et en quelque sorte, c'est bien les stratégies numériques, les stratégies digitales sont le point de convergence de ces 3 technologies génériques. Et donc, c'est maintenant qu'on s'en préoccupe parce que c'est la convergence de ces 3 choses. Alors, il y a une question, évidemment, quand on s'intéresse à tout ça, qui est absolument essentielle. La question, c'est est-ce que la transformation digitale de votre entreprise, ça consiste tout simplement à numériser ses activités. Est-ce que si vous prenez exactement ce que vous avez à l'heure actuelle, votre stratégie, vos activités, etc., et que vous le numérisez, eh bien ça y est, vous avez réussi votre transformation digitale. Alors, mon point de vue que je vais exprimer aujourd'hui, c'est que c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis pas le seul à dire ça. En fait, il ne suffit pas de numériser votre stratégie. Je m'appuie notamment donc sur un ouvrage, Leading Digital, qui a été écrit notamment par des gens du MIT, et notamment Westerman. Et l'idée principale, en fait, qu'il y a derrière, c'est que les entreprises n'ont pas besoin d'une stratégie digitale. Ce dont elles ont besoin, c'est d'une meilleure stratégie permise par le digital. Et donc, parler de stratégie digitale, c'est en fait parler beaucoup de digital, alors qu'en fait, on devrait parler beaucoup de stratégie. En fait, l'idée fondamentale, elle est là.
Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que, en fait, la technologie en elle-même, et ça c'est très clair quand on s'intéresse un petit peu à l'évolution des stratégies, des technologies, au management de l'innovation, etc. La technologie en elle-même n'est pas une source d'avantage concurrentiel. Pour prendre quelques exemples, tiens, je prends une industrie qui est quand même une industrie extrêmement technologique a priori, hein, qui est classée dans les industries high-tech. Je vous rappelle que pour être une industrie high-tech de haute technologie, il faut que globalement au niveau de l'industrie, il y ait plus de 10% des revenus qui soient investis en recherche et développement chaque année. Et l'industrie informatique est très clairement une industrie high-tech. Il y a plus de 10% des revenus qui sont investis chaque année en R&D. Et bien pourtant, si vous regardez quelles sont les entreprises qui ont eu un avantage concurrentiel significatif dans cette industrie informatique, eh ben, on se rend compte que ça n'a jamais été avec un avantage technologique. Le grand leader des années 70, par exemple, c'était IBM, et la domination du marché par IBM, elle était essentiellement liée à une capacité commerciale absolument hors norme et une réputation qui était totalement inoxydable à l'époque. Dans les années 80, c'était Microsoft qui dominait cette industrie, et oui, ça s'est appuyé sur une standardisation absolument remarquable. Ils sont devenus le standard du marché absolument incontournable. Dell, dans les années 1990, est devenu à son tour leader de l'informatique, et ça a été lié à d'excellentes compétences en logistique cette fois-ci. Et ils étaient capables de concevoir un ordinateur à la demande extrêmement rapidement. Et finalement, Apple, dans les années 2010, eux, c'est sur du design et sur du marketing. Dans aucun de ces cas, dans une industrie pourtant très connotée technologiquement, et qui est une industrie de haute technologie, eh bien, l'avantage concurrentiel des entreprises a reposé sur un avantage technologique. Il a reposé sur autre chose qu'un avantage technologique. Et donc, la technologie en elle-même, c'est pas une source d'avantage concurrentiel. Le digital ne suffit pas, en fait. C'est pas simplement digitaliser qui va vous assurer le succès. Je sais pas, le e-commerce, par exemple. Pourquoi est-ce que c'est Amazon qui est devenu le champion du e-commerce? En fait, sur le fond, les compétences qui étaient à disposition des entreprises en termes de e-commerce et le fait de vendre sur Internet, il n'y avait pas qu'Amazon qui les avait, hein, et d'autres acteurs, et d'ailleurs des distributeurs historiques, disposaient et avaient à disposition, et pouvaient disposer d'exactement des mêmes technologies. Donc, ce qui a fait la différence, c'est la manière dont Amazon, bien évidemment, a utilisé et a eu un effet de levier sur ces technologies. C'est pas simplement la technologie qui a fait ce qu'Amazon est, c'est la stratégie qu'Amazon a développée grâce à ces technologies. Exactement la même chose, tout ce qui est big data, là encore, vous avez énormément, pléthore de consultants, d'entreprises qui vous proposent d'utiliser le big data. Pourquoi une entreprise, par exemple, comme Spotify est capable d'utiliser remarquablement bien le big data? C'est parce qu'ils sont organisés de manière à utiliser, à avoir un effet de levier sur cette technologie. Ce n'est pas la technologie en elle-même qui fait le succès de Spotify, c'est la manière dont elle s'en sert. Troisième exemple, qui est un grand classique, bien évidemment, de tout ce qui est numérisation et digitalisation des entreprises et transformation numérique, c'est la fameuse industrie 4.0, notamment défendue par les Allemands. Là, je vais pas prendre un Allemand, je vais prendre un Espagnol. Zara utilise remarquablement bien ça. Et là encore, les technologies, elles sont finalement assez génériques et assez disponibles pour beaucoup de monde. Ce qui fait la différence pour Zara, c'est la manière dont ils l'utilisent, c'est la stratégie qu'ils ont construite autour du digital. Fondamentalement, d'ailleurs, on se rend compte que le digital, ça peut permettre aussi de transfigurer des vieilles stratégies. Après tout, Amazon, c'est au départ un libraire. Facebook, comme son nom l'indique, c'est un annuaire d'élèves au départ de l'université de Harvard, comme vous le savez. Airbnb, c'est jamais que du bed and breakfast, de l'hébergement entre particuliers. Le Bon Coin, c'est une brocante. eBay, ce sont des enchères. Et Uber, c'est rien d'autre finalement que d'utiliser des voitures pour transporter des gens, c'est-à-dire ce que font les taxis depuis près d'un siècle. Mais le fait d'avoir utilisé les outils numériques a permis de transfigurer ces vieilles stratégies et de leur donner un périmètre qui est totalement différent. Et donc, en fait, le point, une nouvelle fois, qui est central dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas réduire l'innovation à la technologie. Faites le test. Si vous demandez à des gens autour de vous de vous donner des exemples d'innovation, il est très probable qu'on vous donne des exemples du type les voitures électriques de chez Tesla, tout ce qui peut être pharmacie, dans lequel il y a beaucoup d'investissements en technologie, ou bien évidemment tout ce qui est smartphone, téléphone portable, etc. Mais ce serait une erreur de réduire l'innovation à la technologie. Il y a des exemples extrêmement intéressants d'innovation qui n'ont strictement rien à voir avec la technologie. Regardez par exemple l'hypermarché, inventé
inventé donc par Carrefour en 1963. Au passage, je précise un point qui est tout à fait intéressant. Moi, je travaille dans une école de commerce. La France a un track record, enfin un historique d'innovation en termes de supports commerciaux qui est absolument stupéfiant. Je vous rappelle que c'est en France qu'a été inventé le grand magasin, notamment le Bon Marché. Si vous voulez lire le meilleur ouvrage, à mon avis, qui existe sur la distribution en grand magasin, il faut relire Le Bonheur des Dames d'Émile Zola. Donc c'est en France qu'a été inventé le grand magasin dans les années 1860. C'est en France qu'a été inventé la franchise avec l'Hélène du Pingouin en 1920 à peu près. Et c'est en France qu'a été inventé l'hypermarché en 1963. Donc vraiment un historique d'innovation en termes de support de commerce qui est absolument impressionnant. Dans un genre différent, si vous regardez Starbucks, Starbucks, c'est en fait une innovation extrêmement intéressante qui consiste à combiner deux choses. Vous prenez le fast-food à l'américaine, vous prenez le café à l'italienne, vous mélangez bien les deux et vous obtenez Starbucks. Il n'y a pas fondamentalement de technologie derrière ça. Et puis un autre exemple qui est une innovation absolument remarquable de modèle économique et qui n'a rien à voir avec de la technologie du moins au départ, c'est JC Decaux. Le fait d'implanter des abribus pour pouvoir avoir de nouveaux supports pour mettre des affiches et comme ça ne pas avoir à acheter des emplacements d'affiches existants qui étaient d'ailleurs pas disponibles lorsque Jean-Claude Decaux s'est lancé. C'est une innovation de modèle économique extrêmement brillante, le mobilier urbain, qui n'a strictement rien à voir avec de la technologie. Donc réduire l'innovation à la technologie, ce serait une erreur. Et fondamentalement, on peut se dire qu'il y a 4 types d'innovation en fait. Si vous regardez un petit peu comment ça se passe, donc c'est simple. Vous prenez un premier axe qui dit est-ce que j'utilise la même technologie qu'avant ou est-ce que j'utilise une nouvelle technologie. Et puis vous prenez un deuxième axe qui est est-ce que j'ai le même modèle économique qu'avant ou est-ce que j'ai un nouveau modèle économique. Et donc bien évidemment, vous allez voir arriver 4 types d'innovations différents. Vous avez ce qu'on appelle le même modèle économique, même technologie, le mot japonais kaizen, c'est-à-dire petit progrès constant. Alors petit, mais constant. On améliore continuellement. On change pas fondamentalement la technologie, on change pas fondamentalement le modèle économique, mais on améliore quand même. Et il y a des entreprises qui ont un succès absolument remarquable avec ça. Regardez, par exemple, Microsoft. À chaque fois que vous voyez arriver une nouvelle version de Word, Excel ou PowerPoint, votre première réaction, c'est certainement, ils n'ont pas changé grand-chose. C'est vrai. Maintenant, si vous réutilisiez une version de, 1995, ça vous ferait tout drôle quand même. C'est-à-dire qu'ils ont modifié, mais de manière très continue. Au-dessus, vous avez l'innovation purement stratégique. Je change le modèle économique, je change pas la technologie. Uber, dans une large mesure, il est là. Uber, c'est finalement jamais que la même technologie, c'est jamais que des voitures avec des chauffeurs. En revanche, le modèle économique est significativement différent de ce qu'on pourrait avoir sur les taxis. À l'inverse, en bas, vous avez l'innovation purement technologique, là, pour le coup. Je change pas le modèle économique, mais c'est une nouvelle technologie. Il y a une industrie qui est très très bien pour ça, c'est tout ce qui est télévision. Si vous prenez les télévisions, alors historiquement un tube cathodique, et puis ensuite les télévisions donc plasma, LED et maintenant OLED, eh bien à chaque fois ils changent significativement la technologie. En revanche, le modèle économique reste exactement le même. Vous continuez à regarder la télévision. Et puis évidemment, quand vous faites les deux en même temps, nouveau modèle économique, nouvelle technologie, alors là, il y a ce qu'on appelle maintenant, c'est le mot consacré bien évidemment, disruption en management de l'innovation. Et ça, ce sont des cas qui sont beaucoup plus rares, mais évidemment beaucoup plus intéressants. Netflix, par exemple, est typiquement dans cette situation. Nouvelle technologie par rapport à ce qu'il faisait avant. Je vous rappelle que Netflix a commencé comme une entreprise qui louait des DVD par la poste. Et nouveau modèle économique, bien évidemment, plutôt que d'avoir une location au film, vous avez un abonnement au mois. Et c'est un succès, comme vous le savez, qui est tout à fait impressionnant. Et donc, on pourrait même d'ailleurs s'amuser à proposer ce que j'appellerais une matrice de transformation numérique. Alors, l'idée, c'est si vous avez des compétences numériques faibles, des compétences numériques élevées, d'une part. Donc, est-ce que vous allez vraiment travailler sur le digital ou pas? Et puis de l'autre côté, je suis professeur de stratégie, je dirige un programme de management stratégique. Évidemment, je suis obligé de rajouter une dimension sur la compétence stratégique. Est-ce que vous avez une compétence stratégique faible ou est-ce que vous avez une compétence stratégique élevée? Bien évidemment, si vous avez une compétence numérique faible et une compétence stratégique faible, vous êtes en phase d'immobilisme. Et ça, c'est très embêtant. Il y a une règle de base en stratégie qui est que ce qui vous a mené au succès, qui a marché jusque-là, ne vous mènera pas forcément plus loin. Les recettes qui ont marché jusque-là n'ont pas de raison de marcher dans l'avenir. Et donc, si vous êtes immobile en termes de stratégie ou en termes de numérique, vous êtes fondamentalement en danger. Évidemment, si vous êtes très très bon en stratégie, mais vous êtes très incompétent en numérique, en ce moment, vous perdez des opportunités. Très clairement, il y a moyen d'améliorer votre capacité stratégique en utilisant bien évidemment les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui.
Tout comme d'ailleurs, il y a 50 ans, ça aurait été dommage de ne pas utiliser l'informatique qui débutait, ou comme il y a 150 ans, il aurait été très dommage de ne pas utiliser la machine à vapeur. Donc c'est un gâchis stratégique en quelque sorte d'avoir uniquement une compétence stratégique et pas du tout une compétence numérique aujourd'hui. Ce qu'on voit beaucoup en fait, et ce qu'on entend beaucoup, c'est plutôt ce que vous avez au-dessus. C'est-à-dire, on va beaucoup travailler sur le numérique, on va nommer des Chief Digital Officers, on va beaucoup travailler sur qu'est-ce qu'on doit digitaliser, etc. Mais en fait, on réfléchit pas beaucoup à l'évolution stratégique. Ça, à mon avis, la grosse problématique, elle est là. C'est-à-dire se focaliser sur le digital en oubliant la dimension stratégique. Ça, c'est un gâchis numérique, bien évidemment, et vous allez avoir une espèce de capacité à multiplier les projets numériques, mais sans cohérence véritable et sans volonté véritable d'en faire un outil au service de votre stratégie. Bien évidemment, vous l'avez compris, la position la plus intéressante, c'est celle qui est capable de cumuler les deux types de compétences, et là, vous avez une vraie stratégie numérique. Et ce qui est important, c'est que les deux mots sont une nouvelle fois, clé. Il ne s'agit pas simplement de faire du digital, il ne s'agit pas simplement de faire de la stratégie, il s'agit bien de faire une stratégie numérique, c'est-à-dire de cumuler les deux choses. En fait, si on veut en quelque sorte synthétiser tout ça, le numérique est fondamentalement un outil. Le numérique, c'est un outil, ça fera pas de vous un virtuose. Si vous êtes excellent en numérique et que vous maîtrisez parfaitement cet outil, si vous n'avez pas le talent stratégique derrière ou le talent organisationnel pour le mobiliser de manière à transformer véritablement votre organisation, ce sera un gâchis, ce sera une perte d'investissement, ce sera une perte de temps et ça servira pas à grand chose en fait. Et pour faire une sorte de clin d'œil, si vous apprenez le piano et vous maîtrisez très bien le piano, ça fera pas forcément de vous Frédéric Chopin. Et de même, si vous apprenez la sculpture et que vous maîtrisez parfaitement les techniques de la sculpture, ça ne fera pas de vous un Michel-Ange. Et donc, il ne suffit pas de maîtriser l'outil pour devenir un virtuose, tout comme il ne suffit pas de maîtriser le digital pour avoir une transformation numérique. Merci pour votre attention. Merci Frédéric pour ce passionnant webinaire. Nous allons passer maintenant aux questions. Voilà. Alors, une première question. Vaut-il être meilleur en stratégie ou en digital? Vous posez la question à un professeur de stratégie. Donc, je vais évidemment vous dire que ce qui est très important, c'est d'être très bon en stratégie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si à l'heure actuelle, vous ne prenez pas en compte les capacités qui sont permises par les outils numériques, il y a une forme de gâchis stratégique, vous perdez les opportunités. Maintenant, fondamentalement, je pense que quelqu'un qui est d'extrêmement talentueux et sans aucune stratégie sera toujours battu par quelqu'un qui est pas très talentueux avec une remarquable stratégie. Donc l'important, c'est quand même de savoir où on va, de savoir ce qu'on fait, mais ça ne suffit pas à l'heure actuelle parce que il y a des écarts importants de performance qui peuvent s'appuyer sur la capacité à maîtriser ces outils. Encore faut-il les mettre au service d'une stratégie véritable. Merci. Avant de passer à la seconde question, je vous encourage vivement à poser toutes vos questions dans la carte de chat qui est à présent. Une deuxième question, est-ce que certaines industries ne seront-elles pas forcément touchées par cette transformation numérique? On voit des choses étonnantes, on voit des choses auxquelles on n'aurait pas pensé du tout. Je sais pas, il y a une start-up par exemple qui vous permet de faire garder vos chiens, votre chat à domicile, Dog Vaquet. Alors que franchement, on pensait pas qu'on allait numériser l'industrie du chenil. Et donc, moi, je vois beaucoup de créativité ces derniers temps sur la capacité donc à mobiliser les outils numériques de manière à mettre en place des stratégies intéressantes. Et très honnêtement, je crois pas qu'il y ait des industries qui sont véritablement capables d'y échapper. Vous avez des coiffeurs à domicile maintenant et ça fonctionne parce que nous avons des smartphones. Oui. Et on pourrait se dire fondamentalement, coiffeur, ça va pas devenir numérique. Oui, mais la capacité à trouver les clients, elle, peut s'appuyer sur ces outils-là. Et donc, une nouvelle fois, avoir une réflexion qui vous permet d'aller plus loin dans votre modèle économique en s'appuyant sur ces technologies, mais ce qui est important, c'est la réflexion et c'est pas les technologies, je pense que ça peut toucher et ça touchera nécessairement toutes les activités. Effectivement, expliquer de cette façon, c'est bien clair pour nous. Finalement, tout le monde est touché. Je pense que oui, quel que soit votre métier, de toute façon, vous avez à vous poser cette question-là, bien évidemment. Ne serait-ce que parce que ces outils-là, il y en a beaucoup qu'on utilise au quotidien, et donc si on les utilise et tout le monde les utilise au quotidien, ça veut dire que vos clients les utilisent, vos fournisseurs les utilisent, et donc vous serez obligé de le prendre en compte dans la manière dont vous proposerez une nouvelle fois votre offre. Le point clé, une nouvelle fois, c'est que c'est pas l'outil en tant que tel qui est fondamental, c'est la manière dont on va s'en servir et qui permettra d'avoir un effet de levier sur une stratégie. Alors, une autre question. J'ai une stratégie, j'ai les outils numériques, mais comment embarquer mon équipe?
Alors là, on rentre dans des questions de management. Et moi, j'ai pas de réponse immédiate à ça. Il faudrait savoir, bien évidemment, de quelle entreprise il s'agit, de quelle équipe il s'agit. Est-ce que c'est une petite entreprise? Est-ce que c'est une grande? Ce que vous pouvez leur dire en tout cas, c'est que ceux qui restent immobiles une nouvelle fois, en général, au bout d'un certain temps, ils sont plus là pour en parler. Et que la seule possibilité de rester durablement performant dans n'importe quelle activité, c'est la capacité à se transformer régulièrement. Et que donc, si on ne prend pas en compte l'importance de cette évolution stratégique et de la capacité qu'on a à mobiliser ces outils, on est dans la case du bas, dans ce que je montrais dans ma matrice de transformation tout à l'heure, on est dans l'immobilisme, et ça c'est risqué. Alors, c'est peut-être pas extrêmement positif de leur dire que s'ils le font pas, ils auront un problème. C'est vrai que c'est beaucoup mieux de dire que s'ils le font, ils auront un avantage. Mais il y a certainement un discours à tenir autour de ça. La stratégie digitale ne s'insère-t-elle pas dans la stratégie globale de l'entreprise? Bien sûr, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que la première chose, c'est effectivement d'avoir eu une réflexion stratégique intelligente sur ce que vous faites. Et la deuxième, c'est de se demander, OK, ces outils qui sont à notre disposition maintenant, comment je peux faire en sorte qu'ils me permettent d'avoir une meilleure stratégie? Ils permettent d'avoir un effet de levier stratégique. Mais ça s'insère bien évidemment dans la réflexion stratégique globale. Ça n'aurait aucun sens d'avoir une stratégie numérique qui serait disjointe de la stratégie tout court. Globalement d'ailleurs, lorsque une activité dans l'entreprise a une stratégie qui est disjointe de la stratégie globale, c'est très mauvais signe. Ce que on décrit là, ce serait la case du haut à gauche dans la matrice qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le gâchis numérique, c'est-à-dire que si j'ai pas une convergence avec ma stratégie, je suis en train de gâcher les ressources. Pourquoi les séparer? Pourquoi séparer? Pourquoi les séparer, la stratégie digitale et la stratégie... Parce que on constate très clairement qu'il y a des entreprises à l'heure actuelle qui ne s'intéressent qu'à l'aspect numérique et qui l'intègrent pas dans leur stratégie. Et donc, il faut bien parler de cette situation justement pour la dénoncer. Et d'autre part, il y a une nouvelle fois, je vous ai montré tout à l'heure des exemples d'innovations extrêmement intéressantes qui n'ont pas été des innovations technologiques. Et donc, ça existe, des innovations qui n'ont pas de rapport avec le digital. Maintenant, une nouvelle fois, le point le plus intéressant, c'est de se demander comment je peux intégrer cette réflexion numérique dans ma réflexion stratégique, parce que sinon je vais perdre des opportunités. Donc on les sépare pour voir comment on peut en fait les concilier. Mais si on les sépare pas, on ne se rend pas compte de la difficulté qu'il y a à les concilier. Le digital doit-il toucher tous les métiers d'une entreprise ou doit-elle se concentrer sur la direction IT? Alors surtout pas sur la direction IT. Alors là, si jamais dans votre entreprise le digital ça concerne que votre direction informatique, vous avez un gros problème. Non, il faut bien évidemment que le digital ça concerne toutes vos activités. Énormément de choses peuvent avoir un impact, peuvent être impactées par le digital, et il faudrait surtout pas que ce soit une préoccupation d'informaticien. Alors là, s'il y a vraiment une règle qui fonctionne toujours historiquement dans le management de l'innovation, quand on a cantonné les innovations, quand elles ont été cantonnées à un point de vue purement technique, on a perdu énormément d'opportunités. Ce qui est important une nouvelle fois, c'est de l'intégrer dans le fonctionnement global de l'entreprise. Alors, une dernière question. La transformation digitale, quelle clé de succès alors? Alors ça, demander à un professeur de stratégie quels sont les facteurs clés de succès pour une stratégie, sans savoir ce que c'est que cette stratégie, c'est un peu compliqué. J'aurais besoin de savoir à quelle entreprise il s'agit, dans quel contexte, etc. Maintenant, fondamentalement, il y a une question de base, c'est quelle valeur vous créez, quelle valeur supplémentaire vous créez pour vos clients, qu'est-ce qui fait qu'ils viendront d'abord chez vous, et la deuxième question que vous avez à vous poser, c'est pendant combien de temps vous allez être capable de conserver cet avantage. En gros, est-ce que votre stratégie, elle est intéressante parce qu'elle crée vraiment de la valeur pour vos clients, sinon c'est pas très intéressant. Et la deuxième question, c'est comment je peux résister à l'imitation, quel avantage concurrentiel je peux avoir et pour combien de temps. Et donc, en quoi est-ce que la manière que j'ai eu de mobiliser ces outils, mes concurrents pourront plus ou moins difficilement l'imiter. Je vous remercie pour toutes ces réponses bien claires et bien explicites. Je vous remercie à tous pour votre attention. Si vous souhaitez poser davantage de questions et surtout si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos programmes de formation, pour l'exécutif master manager dirigeant, contactez dès à présent Kadige Azanda, dont les coordonnées s'affichent à l'écran. Je reste quant à moi votre conseiller privilégié pour le certificat management stratégique de l'entreprise. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à vous également Frédéric, et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.